And this mission, it is a landmark between two countries, France and Egypt. Especially, we have a long history of cooperation, especially in Ramsium. We are here since 1991. We did a great job. Cette mission a vu se poursuivre des fouilles sur les abords et les dépendances du temple. Les travaux sur le cavalier de Déblai ont notamment permis de retrouver les assises de briques du mur externe sud du Ramesséum. Des opérations de consolidation de murs ramessides ont également été exécutées, tout comme des travaux de soutien des voûtes des magasins. Cette année, tout particulièrement, les fouilles ont révélé la présence d'un nombre important d'inhumations. Bien avant d'être l'espace sacralisé par et pour Ramsès II, le secteur avait servi de nécropole pour certains dignitaires du Moyen Empire, comme en témoigne la tombe de Sehet-Epibré, trouvée par Quibel en 1896 et redécouverte lors de notre mission de 2018. Ou encore la tombe concession APO CN21, où les fouilles viennent de livrer d'émouvantes inhumations d'enfants datées de la XVIIIe dynastie, révélant combien les strates archéologiques se sont succédés. Après son déclin, le temple sera utilisé pour l'enterrement des élites sacerdotales de la troisième période intermédiaire. Puis, le privilège de pouvoir être enterré dans cette enceinte se démocratisera. Des inhumations plus populaires, individuelles ou collectives, coloniseront alors l'espace, perdurant jusqu'aux périodes tardives. Les matériels funéraires que retrouvent, étudient et restaurent nos équipes, tout en étant des indicateurs des différentes phases d'occupation, constituent autant de témoignages précieux sur cette population qui était tombée dans l'oubli. Cette réminiscence du passé permet ainsi de mieux appréhender et de mieux comprendre la longue et riche histoire du site. Tout le temple, ses annexes et ses voies processionnelles sont devenus une vaste nécropole sacerdotale pour les prêtres d'Amon de Karnak. On retrouve le Ramesséum qui est au centre d'un culte à l'époque chrétienne. Magnifique. On dit qu'il y a une horreur du vide. C'est qu'il y a vraiment plein de petits motifs qui couvrent la totalité des cercueils. Nous avons trouvé aussi une autre petite structure liée à la fréquentation du site comme nécropole avant la construction du Ramesséum. 35 têtes de là. Il n'y a pas d'inhumation particulière, c'est vraiment des rejets de squelettes. C'est du plaisir, mais c'est épuisant, quoi. C'est le plaisir de la découverte. Donc là, on est dans la descendrie de la tombe de Sehet-Epibré. When we continue the work, we found a shaft. Nous avons également, comme vous avez pu le voir, d'autres inhumations à l'entrée du corridor. Moi, ce que j'ai fait parallèlement aux fouilles, c'est l'analyse de tous les objets en bois de toute la nécropole. À l'époque ramesside, on a encore utilisé des outils en silex. Really, what has been done here, it is a challenge and it was an achievement. Do work in side to side. Our French colleagues, it's very important. We got learned, we got exchange culture, information, knowledge, and I'm very proud that my team from the Center of Documentation got learned a lot. And now you can see all the members of the team are here working side to side with our French colleagues, with Dr. Christian Leblanc. He devoted his time to serve the antiquities, and especially the Ministry of Tourism and Antiquities and the Center of Documentation. We are very proud to have him. Cette année, nous entrons dans cette 34e campagne archéologique de la mission archéologique française de Thèbes Ouest, en collaboration avec le Centre d'études et de documentation sur l'ancienne Égypte. Cette 34e campagne, bien sûr, s'inscrit dans un programme qui est dans la continuité des missions précédentes. Pour ce qui concerne les chantiers archéologiques, il y en a plusieurs qui se sont ouverts cette année. Dans le secteur nord-ouest, une autre équipe a pu travailler cette année surtout au dégagement d'une tombe. We are here now in the sector STE.
for continue the work in Sal 6. We have a lot of debris here in this part, and we try to clean all the places after we finish the work inside the tomb of Sahit ibn Ibra. Un travail de restauration du mur ouest de cette salle STI 06 a permis l'année dernière de mettre au jour une tombe murale de la 3e période intermédiaire recelant 3 cercueils. Cette fouille a également révélé des fragments de jarres ainsi que de nombreux bouchons. En effet, à la période ramesside, cette salle alors entièrement voûtée était l'un des celliers du temple qui, d'après la documentation retrouvée, était situé précisément sur ce secteur ouest. Les dépendances ou magasins du Ramesséum se présentent sous la forme de longs bâtiments voûtés, réalisés en briques crues, mitoyens mais indépendants. 3300 ans d'histoire, d'aléas climatiques, de restructuration, puis de réoccupation plus tardive, ont eu raison d'une grande partie des magasins voûtés du Ramesséum. Cette année, il s'agit de nettoyer la salle STI 06 encombrée de déblais. Les travaux ont débuté côté sud et à 9 mètres de l'entrée de la salle a été retrouvée une ouverture donnant accès à un puits funéraire. Donc, durant cette campagne, nous avons engagé la fouille d'un puits funéraire qui se trouve dans la salle SA06, c'est-à-dire une chambre qui est mitoyenne à l'annexe du trésor. Le puits, long de 2,15 m et large de 95 cm, présente des dimensions propres au puits du Nouvel Empire, jusqu'ici repéré et exploré au Ramesséum. Taillé dans le piémont de la montagne thébaine, il est profond de 4,70 m. We begin to work in the shaft to see what we have, and we begin to find some blocks. Some of them coming from a place like offering table, maybe it's prepared for somebody to offer to him. C'est une tombe tout à fait importante parce que, par ses dimensions déjà, puisque c'est un puits rectangulaire assez grand qui donne accès assez profondément d'ailleurs à 2 caveaux qui sont taillés dans le conglomérat de la montagne. Après plusieurs jours d'excavation du puits, apparaissent les parties supérieures de 2 ouvertures donnant chacune accès à un caveau. L'un est orienté à l'ouest, l'autre à l'est, et ils sont tous les deux entièrement remplis de déblais. André, l'anthropologue de la mission, vient faire un premier inventaire des ossements disséminés dans le caveau ouest. Je ne veux pas, si tu veux, c'est qu'il déplace, il a compris ça, mais maintenant. Oui, bien sûr. Je ne veux pas qu'il déplace avant que j'ai pu voir. Je comprends qu'il veuille avancer. Hein. Moi, ça m'importe aussi de les avoir en place. Déjà psychologiquement, c'est sympa. C'est quand même un mélange pas possible. C'est un mélange pas possible. Il y a un gros faiblard masculin. Il y a 3 crânes qui ont été donc projetés. Il y en a certainement en dessous. Ouais, c'est un peu un amalgame comme on a dans cet épibré. Hein. C'est le même processus. Hein. Alors, au fond donc, de la tombe, on a 3 crânes qui ont été manifestement jetés dans le fond, avec des tas de fragments osseux qui représentent surtout quelques fémurs. Mais il n'y a pas d'inhumation particulière, c'est vraiment des rejets de squelettes. Il y a 3 crânes ? 3 crânes. Donc il y a 3 crânes, plus des fémurs et quelques os un peu plus ou moins cassés. Voilà. Mohamed, Agag et Abdallah poursuivent le déblaiement du puits en espérant enfin atteindre le sol. La chaleur et la poussière qui y règnent rendent les conditions de travail très pénibles. Mohamed vient de trouver un échappe qui est tout petit. Minuscule. Il a l'œil, hein. Mabrouk.
Alors il s'agit pour nous, bien entendu, de voir un petit peu si nous pouvons déterminer une datation plus précise de cette tombe avec le matériel archéologique qui peut y être associé. And we found also some fragments from the sandstone, has inscriptions, but the most important thing, when we go down, we begin to see something like somebody put these fragments each one beside the other. Dans le puits, à différents niveaux, ont été découverts, comme soigneusement rangés, plusieurs blocs de grès et de calcaire portant des éléments décoratifs dont l'un portait le cartouche de Thoutmôsis III, pharaon guerrier de la XVIIIe dynastie. C'est dans les déblais du puits que furent encore trouvés plusieurs fragments de cartonnage, des tessons de poterie et un oiseau à quème en bois. Alors parfois, il y avait aussi des objets tout à fait intéressants que l'on plaçait sur le sarcophage. Souvent, ce sont par exemple les oiseaux Achem, voilà. Donc c'était une petite divinité finalement qui était représentée, qui était protégée finalement le défunt et le sarcophage en même temps. Donc c'est une divinité à tête de faucon, voyez-vous, qui était pratiquement assis et placé directement sur le cercueil. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de descendre progressivement dans le puits et nous avons même atteint déjà l'un des caveaux qui est en cours de dégagement, qui est le caveau ouest de cette tombe. Il y a deux chambres, la plus grande vers l'ouest, la plus petite vers l'est. Et dans la plus grande, il y a aussi un petit niche. C'est très intéressant. Il faut la fouiller, il faut attendre la fouille. Le puits d'accès communique avec deux caveaux, l'un à l'ouest, l'autre à l'est, tous deux entièrement remplis de déblais. Le caveau ouest, d'une dimension de 4 mètres par 2 mètres pour une hauteur de 1,70 m, a été taillé avec soin. Il donne accès au nord à une petite chambre secondaire de plan rectangulaire. Plus étroit au fond qu'à l'entrée, le caveau est est aussi plus petit que celui de l'ouest, avec une dimension de 3 mètres par 1,60 m et une hauteur sous plafond d'1,17 m. Poterie? Mohamed? Mohamed? Poterie? Ah oui. Magnifique. Chocolat. Oh, magnifique. Mabrouk Mohamed. Hein, magnifique. Hein. Ouais, ouais. Ah oui, tu vois. C'est un doigt. Oui. Beaucoup de poterie. جايدين نزل لنا خد الفخار ده اوه توقع هاتها بس مش هتوقع مش هتوقع هاتها بس اللي جاي انت دي شهاده احنا خايفين السلاح نكمل عليها توقع عليكم بيج ستون بيج ستون We have a lot of hands of the wooden sarcophagus, a lot of fragments from the cartonnage, and also a lot of objects coming from the 3rd and Tatmerian period. We have also some fragments coming from the New Kingdom, from the 18th dynasty. Alors on a bien sûr des éléments qui proviennent de sarcophages, hein, comme par exemple, voyez-vous, ces mains avec encore tout à fait des enduits vernissés finalement rouges, et puis ce personnage qui tenait en sorte une sorte de mékès, comme le roi. D'ailleurs c'est assez étonnant parce que voyez-vous, ce qui tient dans la main en principe c'est plutôt le roi qui devrait le tenir, c'est le fameux mékès, c'est-à-dire le décret divin.
Et là, on le retrouve dans la main d'un personnage finalement, d'un civil. C'est assez étrange. Alors des mains de sarcophage, on en a d'autres aussi. Il y en a une autre qui est assez belle ici, là, qui est assez effilée d'ailleurs, avec des doigts très très effilés, dont on voit, voyez-vous, l'extrémité avec les ongles, tout ça. Donc ça, c'est des pièces qui étaient finalement fixées directement sur le sarcophage en bois. Ok, non? It's not easy, hein? Mohamed Chedid, hein? Chedid, hein? Oh là là. Ah oui, là, travail compliqué, hein? Vraiment poussiéreux. Bravo, hein, Mabrouk. Mabrouk. Ouais. On n'imagine pas la poussière qu'il peut y avoir. Une journée de travail harassante a permis le déblaiement du sol du caveau ouest sur plusieurs dizaines de centimètres d'épaisseur. Tout comme la majeure partie des sépultures du Ramesséum ayant été réemployées à différentes époques, celle-ci comporte une quantité conséquente d'ossements des nombreux individus inhumés dans ce caveau ouest. C'est pour André. Chocolat. Dr Mac. André vient prélever les premiers ossements découverts dans ce caveau ouest. Je vais faire un petit dessin rapide. Et ensuite, on va prélever un à un les crânes et les ossements qui sont autour et les mettre ensemble. Mais donc c'est vraiment un petit schéma sommaire, hein? Ah oui, oui, tout à fait. Pour les situer, c'est ça? C'est simplement pour avoir des traces de ce qui a été fait, de ce qui a été trouvé autour, en fait. Donc, je numérote, c'est Ouest 2. Quand je regarde bien à l'intérieur, ce que je peux y voir, c'est des mandibules. Donc, voir si ça va correspondre avec les crânes qu'on a là. Je peux même le faire rapidement, parce que si ils correspondent, je vais les noter tout de suite. Et on a deux mandibules ici. On a par contre beaucoup de fragments osseux, une mandibule fracturée ici, des bassins. Donc tout ça, ça peut être le même type, les mêmes momies quoi, en fait. Hein. C'est la mandibule? Non, c'est pas la mandibule. On a beaucoup plus de mandibules, des mandibules très puissantes, hein, des mandibules masculines, hein, manifestement. Ça c'est masculin, tout ça c'est épais. Hein. Je vais essayer de récupérer tout ça parce que c'est peut-être tout ça, c'est la même famille a priori. C'est une famille un peu démantelée. C'est une famille démantelée, oui a priori. Ça va être compliqué. C'est caveau. Ouest. Donc tous ces fragments en fait ont été trouvés dans le contexte de la fouille, là où étaient situés les crânes que l'on va étudier. Donc avec un peu de chance, tous ces ossements correspondent à ces personnages. On a donc un troisième crâne qu'on voit apparaître là sous les débris. Donc dans les pillages, probablement que ce crâne a été jeté là. C'est intéressant parce qu'ils sont vraiment contre le mur en fait. Donc on voit bien qu'il y a eu des notions de pillage derrière à mon avis. Ok. Ok, il a sa carte d'identité. Voilà, tout à fait. Et voilà, un crâne complet. Sans problème particulier. Et surtout, il n'y a pas d'excérébration. Donc c'est vraiment un squelette qui a été mis en état. Il n'a pas été momifié? Non. Voilà. Et ce sera C4. Voilà, comme ça, on a la position des trois. Et après, on a les ossements. On a des ossements ici au fond. Hein. Donc complètement à l'opposé. Complet aussi. Pas d'excérébration, rien. Aucun signe de momification. C'est fabuleux. Oui. Ils sont vraiment jetés. Hein.
région frontale, ça c'est un enfant, un petit enfant. Souvent on les retrouve que les frontaux. Voilà, donc ici on sort donc un fémur complet. Très curieusement d'ailleurs mis en croix avec les autres. C'est très curieux comme situation. On a l'impression que ça a été placé là, volontairement. Tu vois, c'est vraiment curieux. Donc on a un crâne ici qui est placé comme ça à l'envers. Mon crâne d'adulte évidemment. Hein. Bon, c'est pas logique ça. C'est pas logique, c'est volontaire. C'est pas naturel. Enfin, c'est pas naturel ça. It's not natural. Because... Ça c'est tout à fait curieux quand même, ce placement. C'est ce que disait Christian pour d'autres événements. Moi j'ai la même chose pour les ossements. Comme une mise en scène. Comme une mise en scène, exactement. Cette tombe a été fouillée. C'est pour ça que ça a été rangé comme ça, parce qu'on se fout. Ils ont monté ça. Ici il n'y a rien, nothing. Bon, t'as bien travaillé, André. On a bien travaillé. Un peu difficile, mais... Bon, c'est... Quel plaisir quand même. C'est du plaisir, mais c'est épuisant. C'est le plaisir de la découverte. Et le gros avantage, c'est que ça a été récupéré dans son contexte archéologique. Et donc ça, a priori, là on a deux groupes. On a deux groupes d'individus différents, hein, qui ont été inhumés, j'espère, dans cette tombe-là, qui n'a pas eu trop de pillage. Mais ça peut être intéressant, peut-être pour faire des reconnaissances de groupes de famille ou de choses comme ça. Mais là, c'est une longue étude qui commence. Magazine. Il y a aussi les chantiers qui sont des chantiers de restauration. Alors cette année, nous avons mis en priorité, bien sûr, le complexe économique du Ramesséum, c'est-à-dire tous ces bâtiments qui sont en briques de terre crue et qui sont justement particulièrement fragiles. Donc là, il y a tout un travail qui est mené par les restauratrices et les restaurateurs du temple, qui sont surtout sur la conservation, la préservation des voûtes du Ramesséum. Comme l'égyptologue Émile Barrès, qui entre 1903 et 1906 avait installé des structures de soutien des voûtes en briques cuites, une opération similaire a permis cette année la fabrique et la pose d'un arceau spécifique en métal afin de soutenir une voûte défectueuse. C'est très costaud et en plus, on est en train de mettre du mortier de fer derrière. Exactement. Avec quelques pierres céramiques qui vont aider à renforcer les structures. Ce qui est important surtout, c'est qu'il y ait une seule pièce pour vraiment ne pas avoir de soudure. Comme finalement tous ceux que Barrès a pu poser dans le Ramesséum, parce que là on voit très bien qu'ils sont tous faits d'une seule pièce, et ça c'est quand même bien. En tout cas, écoutez, c'est un bel essai qui a été tenté, et qui a son finalement sa raison d'être, hein, donc ça c'est important. Ça a permis de soulager la voûte et en même temps les enduits, donc je pense qu'à partir de là, on doit se considérer comme satisfait et puis voir un petit peu pour l'avenir ce qu'on peut envisager, tout simplement. Le renforcement des voûtes nécessiterait la pose d'une trentaine d'arceaux similaires. Intervention indispensable mais onéreuse dont il reste à trouver le financement. Il y a tout un travail qui est mené sur la conservation des murs sur lesquels il faut évidemment petit à petit mettre des structures nouvelles, c'est-à-dire quelques rangées de briques neuves, si vous voulez, pour protéger finalement les structures anciennes. Donc c'est un travail de longue haleine qui est entrepris, et également d'ailleurs sur les parois des murs, parce que les parois des murs portent encore d'ailleurs très souvent les anciens enduits, qui remontent à l'époque pharaonique, et qui risquent avec le temps de se déliter ou même de tomber. Donc là, on est obligé de faire des protections par des solins, finalement, qui permettent justement à tout cet ensemble du complexe économique du Ramesséum d'être préservé. Qu'est-ce que tu appliques là, Zulma? Là, c'est des tests. Ça, c'est le même jour. On prépare le mortier, le même jour, on l'applique. Deux, aujourd'hui appliqués. C'est le même mix, le même mélange mortier, un jour après. Parce qu'on ne comprend pas, on a fait quelques tests, on a bien aimé les couleurs, et après quand on laisse reposer, ça change beaucoup. Alors là, on fait hier, aujourd'hui et demain encore. Après 2 jours, on verra ce que ça donne. Mais il ne faut pas non plus qu'on ait une couleur trop foncée. Parce qu'en fait, nous, on cherche à reproduire un peu ce qu'on a. Et une fois bien sec, on comparera et on choisira
la meilleure des couleurs. C'est un travail de longue haleine qui est continué au fil des années. Et là, cette année, nous avons mis un point essentiel, surtout dans tout le secteur, qui est le secteur finalement ouest du temple et le secteur nord-ouest du temple. À côté de ces travaux de restauration, il y a la tombe de Seth Épibré. Donc là, pour le moment, nous sommes dans la préservation et dans la conservation, finalement, des parois décorées de la descendrie de la tombe de Seth Épibré. Donc là, on est dans la descendrie de la tombe de Seth Épibré et on travaille sur la consolidation d'urgence des enduits. Ces enduits, en fait, ils sont composés en 2 couches. Un premier enduit qui est un enduit de bouchage qui est composé de tamia, en fait, c'est un limon noir et mélangé à de la paille. Et un deuxième enduit de finition qui est plus clair, parce que c'est pas de la tamia, c'est de la hiba, donc c'est un limon blanc. Alors le problème majeur qu'il y a ici, c'est des problèmes de déplaquage, c'est-à-dire le défaut d'adhésion de ces couches d'enduit au support. On travaille en 2 étapes. Une première étape qui est des injections de coulis de terre et d'eau en seringue, qu'on met sous presse ensuite. Donc là, vous pouvez voir, c'est ce qu'on a fait ce matin. La deuxième étape, ce sont les solins qu'on applique en pourtour de la peinture murale. On a donc fait une série de différents tests pour déterminer quel serait le solin le plus adapté. Il faut aussi qu'on pense aux critères de restauration qui sont l'adhésion, la compatibilité avec les matériaux originaux, la dureté et l'aspect de surface, c'est-à-dire autant dans la texture que dans la couleur. Voilà, et donc on le pose à la spatule. Et ça sèche en combien de temps? Là, ça sèche très rapidement parce qu'il fait chaud. Donc en fin de matinée, ce sera sec. Et vous avez fait des essais de teinture aussi, de couleur? Oui, de couleur, mais la couleur, en fait, on l'a avec la couleur du sable d'origine pour ne pas rajouter des pigments inutilement, et la couleur aussi de la hiba qu'on a choisie qui est claire. Le but, c'est qu'il ne soit pas trop présent. Donc c'est que ça se fonde avec les peintures murales, et les endroits où il y a des manques en bordure, par exemple là, quand on est de près, on ne le voit pas de loin, mais ça, ce sont des parties qu'on a restituées. On voit les grains de sable et la hiba. Dans le secteur STI, Mohamed, Agag et Abdallah poursuivent le déblaiement du caveau ouest de la tombe. Ils découvrent de nombreux artefacts, malheureusement très fragmentaires. Un joli fragment. La broque, Marlène. Donc voilà en fait un petit peu le matériel qui sort de cette tombe. C'est très hétéroclite et c'est aussi tout à fait intéressant puisque là on a tout un ensemble de vestiges qui proviennent notamment de l'équipement funéraire de ceux qui ont été enterrés dans cette tombe, notamment d'ailleurs à la 3e période intermédiaire, parce que les vestiges que l'on trouve pour le moment sont surtout des vestiges de la 3e période intermédiaire. La profondeur du puits, près de 5 mètres, et son étroitesse, moins d'1 mètre, implique un positionnement à la verticale de l'échelle. Le placement des pieds sur les premiers échelons pour entamer la descente est donc très compliqué et rend l'accès aux 2 caveaux difficile. France Jamin surmonte ces difficultés afin de pouvoir expertiser les dernières découvertes. Attention. Après le 4e, tu auras plus de place. Ok, ouais, ça voilà. va. C'est gentil parce que... Encore un, là il y a de la place. Voilà, tout le monde m'aide, c'est gentil. شكرا عشان المساعدة. عشان أنا ça va. C'est gentil, vous nous aidez. جميلة. مبروك لكم. الله يبارك فيك. المقبرة كبيرة. كبيرة أيوة لسه. لسه في عدم. في عدم كله. كثير. أنا أرد الصورة. ماشي. Ça c'est un pan de perruque en fait. Là on a voilà, le bout du pan de la perruque avec la perruque rayée bleu et jaune, et puis là on voit c'est un fragment effectivement de cercueil. Soit c'est 21e, début 22e dynastie jusqu'au règne d'Oserkon Ier. Et puis là c'est vrai qu'on voit bien le nom de Ouserhat a priori qu'on avait déjà vu
Est-ce que c'est Hetep ou Zerhat, je sais pas. C'est un nouveau crâne? Ce sont des nouveaux crânes. Ok, bon, c'est bon. Voilà, c'est bon. Un important bloc de grès, inscrit, vient d'être dégagé par les ouvriers. Osama est chargé de réaliser les clichés in situ. Osama, a beautiful block. Yes, it's very beautiful. Nesud Piti, Western Matra. It may be part of column or blocks from Ramesses period because the cartouche is Nesud Piti Western Matra. C'est Ramsès II. Yeah, Ramses II, yes. It's very nice block. Le bloc de grès, pesant plusieurs dizaines de kilos, doit maintenant être extrait de la sépulture. Sans moyen mécanique de levage, l'opération s'annonce délicate et périlleuse. شوية طلعت أنا كمان ايوه 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 كمان ايوه خلوش يضرب في الحيط خد شرق عليه Alors il y a aussi bien sûr des petits objets parfois tout à fait originaux. Comme ces petites figurines, voyez-vous, qui sont en cire d'abeille. Alors ce sont en fait les 4 fils d'Horus qui sont là. Voyez-vous, chacun avec sa tête particulière. On a donc Douamoutef avec sa tête de chacal, on a Kébézénouf avec sa tête de faucon, on a Hapi avec sa tête de singe, et puis on a Imset avec sa tête humaine. Alors ces petites figurines-là, voyez-vous, qui sont en cire, eh bien elles étaient placées dans ce qu'on appelle des paquets canopes, c'est-à-dire que à la 3e période intermédiaire, on n'avait pas toujours utilisation de canopes. Généralement, les canopes disparaissent petit à petit, ça devient des pseudo-canopes. Mais aussi, une autre technique de momification consistait finalement à sortir les viscères, à les enrouler et à mettre au centre de ces viscères une petite figurine de protection qui était l'un des 4 fils d'Horus. Et une fois qu'on avait bien momifié ces viscères, on les replaçait dans le corps du défunt. Donc il y avait en fin de compte les 4 viscères les plus importantes avec la protection des 4 fils d'Horus. انتوا الاثنين ايوه ايوه صح هنا كده. Ah oui, comme ça ils ont trouvé. Comme ça c'est bien que tu m'appelles. Très bien. Et ben écoute, super. Ouais, là on a des fragments d'un cercueil jaune. Ça c'est un cercueil de la 21e dynastie ou du début de la 22e dynastie jusqu'au règne d'Osercon Ier. Donc c'est intéressant de voir où est-ce qu'il est situé dans le caveau. Avec un ouchet-petit, on voit à côté en faïence bleue. Ça correspond à la même époque. There's a little shot there. Yeah, a small one and a big one. I don't know. Ce qu'on arrive à voir ici, on a Enrou. Alors Enrou, c'est les vivants, et derrière on peut lire le nom du dieu Anubis, Inpu. Voilà, mais c'est vrai qu'il faudra, en dégageant un peu plus, on pourra peut-être en dire plus, sachant qu'elle est coupée. Donc on n'a pas encore le nom du défunt, mais c'est vrai que c'est une partie assez intéressante du cercueil. On voit qu'elle est courbe, probablement au niveau des épaules. And I will take one photo from a bit far from here. André vient prélever les ossements affleurants en surface du caveau est. Donc c'est C1. 1. C1. 2. C2. C'est des crânes qui ont été momifiés, André? Non. Aucune momification. Il n'y a aucune trace de momification dans tout ce que je peux voir. Et c'est étonnant la manière dont ils ont été placés, là, alignés. Oui. Voilà, ça peut être le hasard. Autant de l'autre côté dans le coin, j'ai un doute.
Ok. Dans le caveau ouest, les ouvriers découvrent de nombreux fragments de cercueils ou encore de cartonnages aux couleurs vives, ainsi qu'une multitude d'oucheptis brisés. So, في ايه النهارده؟ فيش. في حاجات. هناك وهناك تمام. Alors on a une main de là c'est un cercueil jaune, c'est une main qui est ouverte et ça en fait c'est les mains qui sont pour les femmes. Voilà, les hommes sont représentés avec les mains fermées. Voilà, c'est des mains qui étaient, on voit, hein, il y a un trou qui était accroché en fait sur la poitrine des cercueils, donc de la 21e ou du tout début de la 22e dynastie. Là on a aussi un fragment de cercueil jaune, une perruque. Probablement, il faut que je regarde dessous, mais un fragment de cartonnage et puis des oucheptis classiques en faïence bleue de Der El Bahari. During our work here to clean all these places, we found some ouchepti in different places. Some of them belonging to Ankhis and F and some others belonging to Bashet Khonso. Nous avons retrouvé beaucoup de shawapti, notamment de deux personnages qui sont bien nommés. Beaucoup d'oucheptis qui sont en frites glacurées bleues. Beaucoup sont cassés, bien entendu, mais ils sont intéressants parce qu'ils sont avec, très souvent, la qualité du personnage, c'est-à-dire son titre, notamment, et puis son nom, bien entendu. Donc là, on a surtout toute une série qui recouvre surtout le personnage de Bashet Khonso, si vous voulez, qui est un père divin d'Amon. Et puis, apparemment, d'autres oucheptis qui, ceux-là, sont au nom d'une femme, qui pourrait être d'ailleurs son épouse, et qui est nommée comme étant Jed Mantou Ius Anr, donc un nom qui est tout à fait typique de la troisième période intermédiaire. Donc ces personnages sont des personnages effectivement qui pourraient être peut-être de la 22e dynastie et qui ont été enterrés dans cette tombe. Alors on a de nouveau là des fragments de cercueil à fond jaune. Ici, bon, ça c'est un fragment de perruque rayée. Donc là on peut bien les dater hein, parce que ce style de cercueil, on le retrouve que durant la 21e et au tout début de la 22e dynastie. Donc c'est vraiment des cercueils qu'on reconnaît facilement par leur fond jaune et puis une décoration. En fait on dit qu'il y a une horreur du vide. C'est qu'il y a vraiment plein de petits motifs qui couvrent la totalité des cercueils. Il faut savoir qu'on a retrouvé quand même déjà dans le caveau ouest énormément d'ossements humains. Donc ce qui montre qu'il y a eu quand même beaucoup de corps qui ont été déposés là. Et en particulier énormément de crânes qui ont pour particularité de se retrouver toujours sur les bords, à la fois dans un côté et dans l'autre, donc comme s'il y avait une fouille secondaire et qui avait refoulé en fait les crânes sur les côtés. Ce qui me permet actuellement de comptabiliser 23 crânes, avec, comme vous pouvez le voir ici, énormément de fragments. J'ai une quinzaine de crânes relativement complets qui vont me permettre de faire une étude anthropologique un peu précise. Après, j'essaie de reconstituer ces crânes pour en tirer l'optimum de ce que je pourrais dire, mais c'est relativement difficile parce que, comme vous pouvez le voir, on a des masses de fragments osseux qui sont absolument complexes et je ne pense pas qu'on puisse en tirer grand-chose. On a aussi, bien sûr, tous les os longs. Hein, on voit très bien là-bas les os longs qui vont me permettre aussi de faire des correspondances d'âge, de taille, et aussi de temps en temps, parce que c'est aussi ça l'intérêt d'examiner systématiquement, même les fragments osseux, on peut retrouver des pathologies qui sont absolument extraordinaires, puisque c'est des pathologies chroniques qui vont évoluer dans le temps. On a un cas qui est aussi intéressant que j'ai trouvé il y a quelques jours, où on a une colonne vertébrale qui est, bien sûr, comme vous pouvez le voir, en très mauvais état. Cette colonne vertébrale, en fait, est soudée complètement du haut en bas jusqu'au niveau du sacrum. On ne reconnaît plus les vertèbres. Il y a des coulures osseuses le long des os. Et là, c'est une maladie aussi qui est particulière, qui bloque complètement la colonne vertébrale. Et c'est une maladie de Forestier. Alors c'est intéressant puisque ça prouve que ce patient a vécu pendant très longtemps avec une pathologie majeure, mais que dans un milieu, disons, préservé, il a pu survivre à cette pathologie qui est quand même complexe parce qu'elle bloque complètement les vertèbres. Donc tout ce travail-là, c'est un travail qui a été mené durant cette campagne et qui permet petit à petit d'identifier finalement les défunts qui ont pu être inhumés dans ces lieux. On va take some detailed photos. Sure, كده مقبول. Okay, today my camera is marking with. Est-ce une tombe de la troisième période intermédiaire? C'est là où est toute la question, puisqu'apparemment par ses dimensions, par la position des caveaux, nous sommes là plutôt dans une tombe qui est antérieure et qui aurait donc été réutilisée certainement à la troisième période intermédiaire. Alors de quelle époque date plus précisément cette tombe à l'origine? Le matériel archéologique qui en est sorti jusqu'à présent
nous conduit plutôt vers une tombe qui daterait de la 18e dynastie et plus particulièrement peut-être du règne de Thoutmôsis III, puisque nous avons retrouvé un certain nombre de récipients qui sont tout à fait, si vous voulez, dans les productions de cette époque céramique. Here we work about pottery, which we found a new shaft in west side of this hall. We put from up to down 1, 2, 3, 4, 5 layers. The best thing we found here color pottery. This is dating back New Kingdom, especially 18th dynasty. We also found a very beautiful piece like this jar. This is colorful. We sure this is date back to Thutmose III. Also, we don't know what is the main reason, but now we know this tomb date or used between or this place, not only this tomb, between New Kingdom to the third immediate period, and we continue to study this pottery. Et puis alors aussi nous avons trouvé un bloc sur lequel on trouve d'ailleurs aussi un cartouche de Menrepere, donc c'est-à-dire de Thoutmôsis III. On voit bien que nous avons dans un premier temps une tombe qui remonte, semble-t-il, au Nouvel Empire, et puis avec un remploi assez tardif qui a duré certainement un certain temps. Voilà où nous en sommes aujourd'hui dans le questionnement finalement de cette enquête archéologique. And inshallah, when we continue the work, we will find another tomb. Next season, inshallah, we will continue and see. Après le départ de l'équipe de tournage, le déblaiement de la salle STI 06 s'est poursuivi. Donnant accès à un seul caveau côté sud, sa fouille a livré des fragments de cartonnage et de poterie, ainsi que des ossements humains qui seront étudiés ultérieurement. Les objets sont conservés dans les 2 magasins situés au sein du Ramesséum. Here in the magazine, we have the part of the objects that came from the excavation. For the conditioning of the objects, we follow preventive conservation. As you can see, every piece here has a specific identification ticket, which is composed the year and the sector and the number of the object. These are the last boxes that we finished last week for the conditioning of the Ushabti that came from the sector STI. Et puis il y a aussi pratiquement tous les objets qui sont sortis depuis plusieurs années au cours des fouilles, qui avaient été menées notamment dans les ateliers du temple. Donc dans ces ateliers du temple, au cours des fouilles, sont sortis évidemment un certain nombre d'objets qui sont en relation avec ce que l'on fabriquait, ce qu'on faisait dans ces ateliers. Donc c'était l'occasion cette année de reprendre un peu l'étude de tout ce matériel et en particulier tout le matériel qui avait servi à la fabrication des vases en pierre. On avait trouvé énormément de fragments de calcite plus ou moins travaillés, beaucoup d'éclats et aussi toute une série d'outils en silex qui avaient servi à creuser ces vases. Alors ces outils en silex dont nous avons des exemples sur la table ici sont en forme de croissant et en fin de compte servaient à creuser les vases. Ils étaient fixés sur un outil en bois probablement qui permettait donc de creuser par des mouvements de va-et-vient la calcite. Une fois que on avait commencé ce creusement, après il fallait peaufiner le creusement des vases et à ce moment-là on avait des lissoirs qui permettaient donc, suivant la taille, alors on en a de différentes tailles, ici on voit un moyen, donc on venait abraser finalement pour polir un petit peu l'intérieur des vases qui avaient été creusés avec des croissants. Alors en fait dans la zone STF, c'est surtout dans la cour, une grande cour où justement avaient lieu ces travaux sur la pierre de creusement de vases. Et dans cette zone on a trouvé des centaines de ces croissants, donc pour montrer qu'il y a eu quand même une petite industrie, en tout cas une fabrication importante, artisanale naturellement, de ces vases en calcite.
dont on n'a pas retrouvé, bien sûr, que des fragments ébauchés, mais bien sûr, les vases, eux, ont disparu. Il nous restait uniquement les outils. Le but, c'est de publier un petit article pour effectivement montrer aux gens la variété de cet outillage, hein, qui n'est pas particulièrement bien représenté dans les publications, surtout pour l'époque ramesside. Hein. C'est vrai que quand on voit ces outils en silex, on s'attendrait plutôt à des périodes beaucoup plus anciennes. Non, en fin de compte, à l'époque ramesside et pendant tout le Nouvel Empire, en fait, on a encore utilisé des outils en silex, hein, pour différents travaux, et dont en particulier le creusement de vases en pierre. Et ce sont tous ces objets qui vont être justement catalogués afin de pouvoir être publiés dans un prochain Memnonia. À côté de cela, il y a aussi des catalogues qui sont en cours. Donc là, ce sont d'autres études qui sont menées. Parmi ces études, bien entendu, il y avait aussi toute une série de cartonnages et de fragments de sarcophages de la 3e période intermédiaire qui avaient été extraits des fouilles de la tombe de Seth-Épibré et qui ont été confiés justement, notamment à France Jamène, qui est en train de les étudier afin de pouvoir là aussi faire une sorte de catalogue un petit peu et surtout dater finalement tous ces vestiges qui sont très importants pour essayer de mieux comprendre comment a été réutilisée la tombe du Moyen Empire au cours de la 3e période intermédiaire. Alors oui, là j'ai fait préparer une sélection en fait d'un cercueil du début de la 22e dynastie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu découvrir de nouveaux fragments qui nous permettent d'avoir l'identité du propriétaire. Ça, c'est quelque chose d'important. Par exemple, celui-ci, alors qui est fragmentaire comme vous pouvez le voir, mais voilà, j'ai pu identifier le nom de Hor. Alors là, on a simplement les pattes en fait. Vous voyez ici les pattes de l'oiseau et ici sa queue. Mais c'est un nom par ailleurs, voilà, que moi je connais déjà, hein, qui est attesté pour la 21e et la 22e dynastie, qui peut s'écrire avec 2 ou 3 signes, donc le signe de Horus, et puis derrière, voilà, cette plante qu'on retrouve ici, qui se prononce Hor M Arbit, ce qui veut dire Horus est dans Chemnis. C'est une référence en fait voilà, au marais dans le delta où Horus était en fait caché. C'est intéressant parce qu'on a ici effectivement donc, le nom qui est fragmentaire, mais on le retrouve sur plusieurs fragments, ce qui me fait penser que le propriétaire de ce cercueil blanc du début de la 22e dynastie s'appelle bien comme ça. Voilà, on voit aussi que ce monsieur, on nous dit l'Osiris, donc c'est pour désigner le défunt, on nous dit qu'il était prophète d'Amon. On a voilà, le titre qui est la titulature de nouveau fragmentaire avec de nouveaux prophètes dans son moi. Là, on a dans le domaine d'Amon, dans la 3e filée. On a également on voit le mot de Karnak. Donc on a vraiment de plus en plus de choses qui nous permettent de comprendre l'identité de ce monsieur. Et sur ce fragment qui a été restauré par Gemma, c'est un fragment qui a été recouvert d'une couche de terre, voilà, ce qui ne permettait pas de lire les inscriptions. On a également quelque chose d'intéressant, puisqu'on apprend que ce monsieur était aussi chef des scribes du temple, et hop, ça coupe. Donc, là, on aimerait bien savoir de quel temple, mais au fur et à mesure voilà, qu'on étudie voilà, les fragments retrouvés dans la tombe, il y en a encore qu'on est en train, là vous pouvez voir disposés sur la table, qu'on est en train d'étudier. Voilà, on espère pouvoir avoir la titulature complète de ce monsieur. Donc là aussi, voyez-vous, c'est un travail d'étude et de catalogue qui est en cours et qui est mené durant le cadre de cette mission. Dans le secteur nord-est, donc il y a là tout un ensemble de salles qui étaient à identifier et aussi dans lesquelles se trouve un certain nombre de puits funéraires qu'il fallait explorer. C'est pas un puits? Je ne sais pas. C'est assez difficile à comprendre maintenant. Ça peut être une petite chapelle qui a été construite avant la Renaissance et après détruite pour construire les murs de la salle. Mais il faut voir. Il faut descendre encore un petit peu. L'année prochaine? Non, mais aujourd'hui, on continue un petit peu. Demain, je vais voir. Mais c'est un puits. S'il est un puits, on va attendre l'année prochaine. Dans le secteur STG,
il s'agissait de reprendre le travail là où il s'était arrêté l'an dernier. L'équipe de Tommaso a pu achever l'exploration de 3 sépultures de 3e période intermédiaire, qui avaient été pillées, mais dont les caveaux conservaient encore les dépouilles en place avec quelques rares vestiges de mobilier funéraire. Cette année, cette mission, nous avons commencé avec 2 puits qu'ils ont commencé à fouiller l'année dernière. 2 puits qui amènent à une seule chambre. Nous avons trouvé le 3e niveau de sépulture dans cette tombe, ce que c'était les premiers utilisent de la tombe comme sépulture. Et nous avons trouvé donc 2 sarcophages avec le squelette dedans, et 2 boîtes au chapti, et aussi 2 petites statues de Ptasokar Osiris. On a trouvé juste que la décoration et pas le bois, le bois était complètement détruit. We are working this year on the pottery found in the tomb that Tommaso showed you before. And the pottery found inside the chamber is very interesting because it is broken in very small pieces, but we are working to try to reconstruct complete vases, and in fact we can, because here we have 2 examples of 2 big vases that we have reconstructed this year, starting from very, very small pieces. The red one in total measures about 60 centimeters, 70. In this case we don't have the down, we don't have the bottom, but maybe we will find it. I hope that in the future we can have more. So they are very big. Et après, nous avons continué à travailler sur la surface. Et ici en particulier, nous sommes dans le couloir de distribution qui a mené à les salles au nord et au sud. Lors de la construction du Ramesséum, le secteur STG était constitué d'un corridor desservant un ensemble de salles mitoyennes qui faisaient visiblement fonction de magasin. De ces infrastructures, il ne subsiste malheureusement que certaines arases. Au sud, nous avons déjà fouillé, nous avons trouvé beaucoup de tombes de la 3e période intermédiaire, mais pas le sol d'époque ramesside. Dans les couloirs de distribution aussi, il n'y avait pas le sol ramesside, mais nous avons trouvé de la stratigraphie en place. C'est pour ça que nous avons dégagé cette structure qui a été bâtie au milieu du couloir de distribution et après le Ramesséum. Ça peut être réutilisé plusieurs fois et aussi à l'époque copte, byzantine, ptolémaïque, je ne sais pas encore. Il faut regarder très bien la poterie et les autres objets que nous avons trouvés. Et un petit morceau de sol qui appartenait à cette structure. Des sols, pas seulement le sol, mais aussi de petits endroits en silo. Mais ça peut-être qu'il y avait beaucoup de réutilisation. Et la dernière, c'est domestique. Donc ça, c'est le silo que nous avons trouvé cette année. C'est assez bien fait. C'est profond plus ou moins 1,5 mètre. Et peut-être qu'il était utilisé pour garder le blé. Et très intéressant, c'est que nous avons trouvé au fond du silo aussi, ces petits outils pour moudre le blé, pour faire de la farine. Et donc c'est clair que ce sont des activités domestiques, c'était peut-être en cuisine, quelque chose comme ça. De nombreux artefacts ont été trouvés lors de la fouille du secteur STG. Ils sont mesurés, dessinés, étudiés par toute l'équipe de Tommaso. So we have found some very interesting pieces, like this snakehead that is made in faience. It is an ureus head. They are very common during the New Kingdom period, especially also the faience with this very shiny blue color. And here you can see that the piece is unfortunately broken, because probably it had 2 other parts that go in this way. So it is typical from the New Kingdom, and probably they were used to make and to form some the cornices of ureus.
This Munsell is for to find the real color of the pot from outside, inside and outside. Le Munsell Color System est basé sur 3 dimensions. Le ton, la couleur elle-même, la valeur, la clarté ou l'obscurité de la couleur, et la chrominance, la saturation ou la brillance de la couleur. Il s'agit du système d'identification des couleurs le plus largement reconnu aux États-Unis. This Munsell have many colors with many degrees, from red to pink, so and yellow, so and brown, dark and light colors. So you have to put it here. Then we look to the match of the color. When we find the match, we will find on the other side of the page the number and its degree of color. So we have to put it and write it. We can't depend on our eyes just to find the real color, because Munsell is most accurate, and it's ideal, and it's universal for to study pottery. Nous sommes maintenant toujours dans le secteur STG et toujours dans le couloir de distribution, mais dans la partie plus à l'ouest, et en particulier entre le couloir de distribution et un cours qui occupait la partie ouest. En particulier, nous avons trouvé le mur qui séparait le couloir de distribution par la cour. Et pourquoi ce mur a été détruit pour construire une autre structure, et ça peut être une structure de 3e période intermédiaire. Les briques ont été réutilisées pour bâtir la structure et aussi pour bâtir le sol de sa structure. Et de l'autre côté, à l'intérieur du mur de la salle 14, nous avons trouvé aussi une autre petite structure que je crois liée à la fréquentation du site comme nécropole avant la construction du Ramesséum. Pourquoi le mur qui a été bâti au-dessus s'est tombé à l'intérieur de ce petit chapelle. Peut-être la 17e, 18e dynastie. Et donc peut-être que tout cet endroit a été utilisé aussi avant la construction du Ramesséum. Mais on doit attendre, ça peut être la dernière mission pour fouiller tout cet petit endroit. Quand c'est à l'ombre avec le miroir, ou avec une lampe de poche. Et puis j'en fais l'inventaire, je fais la photogrammétrie. Dans le cadre de cette mission, il y a aussi un certain nombre de travaux d'études qui portent à la fois sur des aspects très particuliers du temple de Pierre notamment, surtout les aménagements qui auraient pu exister à l'époque copto-byzantine. Pendant l'Antiquité tardive, on va situer ça entre le 5e et le 9e siècle. Le Ramesséum poursuit le cours de son histoire, et notamment la salle des barques est réaménagée en chapelle. Par l'étude du site, je comprends en fait qu'il y a une espèce de reliquaire, une niche qui devait comporter des reliques, vraisemblablement un corps entier, qui donc dans le temps a constitué en fait le centre d'un pèlerinage. C'est devenu un lieu de pèlerinage. Donc le corps est comme ça, positionné comme ça, la tête vers le sud, et ce qui m'indique que la tête devait être dans cette direction, c'est qu'on a la présence d'une croix et d'un espèce de Christ stylisé en fait, un Christ en croix. Nous savons que le Ramesséum a été transformé en église. Donc il faut essayer de voir un petit peu comment se sont passées ces étapes de transformation et où on peut les juger plus particulièrement, si vous voulez, dans certains des secteurs du temple. Parmi les traces que le temple offre,
et qui sont reliées à ce pèlerinage. On a énormément de traces en fait au sein du temple en pierre, comme des traces de martelage et énormément de graffitis. Donc là, ce sont toute une série de relevés qui sont menés à la fois sur les martelages, sur les graffitis d'époque copte finalement qui sont inscrits sur les parois du temple, afin de pouvoir justement essayer de mieux comprendre comment était l'organisation de ce temple à l'époque copto-byzantine. Parmi les graffitis que je suis en train d'inventorier, on retrouve beaucoup de types de croix, ce qu'on appelle des croix pâtées, des croix un peu plus complexes qui sont terminées par des petits triangles. On retrouve des croix qui sont au centre de cercles. Parmi les autres figures qu'on retrouve, on va retrouver par exemple des cavaliers. On va retrouver encore des figures zoomorphes, comme par exemple une antilope, un crocodile. J'ai retrouvé une autruche. Et puis on retrouve aussi des figures anthropomorphes cette fois, donc comme des petits orans. Donc ce sont des personnages en attitude de prière qui lèvent les bras. Et j'ai retrouvé aussi un personnage avec une lance par exemple, qui est vraisemblablement en train de chasser une autruche. Alors hormis les graffitis, au sein du Ramesseum on retrouve également énormément de traces de martelage, ce qui est un peu le pendant du graffiti, où on accorde une place nouvelle à de nouveaux éléments. A contrario, les martelages, c'est effacer ce qui correspond au passé. Donc il faut essayer de voir un petit peu comment se sont passées ces étapes de transformation et où on peut les juger plus particulièrement, si vous voulez, dans certains des secteurs du temple. Et puis alors, côté sud, la voie processionnelle sud, et bien là, c'est aussi finalement tout un travail de dégagement qui est entrepris afin de retrouver les structures ramessides qui étaient enfouies jusque-là sous un certain nombre de mètres cubes de déblais. This season we're having an important, we can say breakthrough, because we are finding that under the Cavalier de Blé, this part of the area of the temple, we can see in our left, which is the south, the southern part of the wall, the exterior wall of the temple. Un tronçon du mur extérieur sud du temple, sur une longueur de près d'une quinzaine de mètres, a pu être identifié et dégagé. Il se place dans un parfait alignement avec la partie qui a été matérialisée en 2012 à l'angle sud-ouest. Comme lors d'émissions précédentes, de nombreux artefacts ont été découverts dans le Cavalier de Déblais. Here is part of the workshops of the temple, is a piece of linen. It's a tissue of linen that is in a roll that it was used as part of the place when they work with fabrics. This is one piece that's very interesting because it's one big vase of late 18th dynasty. This color blue is very characteristic from the period, and which is interesting, there is a depiction we found is a part of the depiction of a calf running, and we found one piece very similar in the Petrie Museum with this specific depiction. And it was found in the Ramesseum. Donc ces chantiers-là sont surtout des chantiers archéologiques. À l'ouest, nous avons aussi sur la voie processionnelle ouest une fouille qui concerne une tombe datant de la fin du Moyen Empire, probablement même peut-être de la deuxième période intermédiaire, où là il s'agit surtout de retrouver la cour qui avait disparu sous les remblayages qui avaient été effectués à l'époque ramesside. Voilà, donc là on est en train de vider tout ce qu'on avait stocké du matériel déjà étudié au fil des années
dans cette chambre funéraire, de manière que notre collègue égyptien Osama Bessiouni puisse faire les prises de vue pour une modélisation 3D de la chambre, du puits qui y est creusé et du caveau qui se situe en dessous. We took more than 1,000 photos to cover every part of this chamber. We took a lot of photos to have more quality and good 3D models, and we take also measures. We just finished now, and we will continue for the upper part to connect this chamber with this shaft, with this cut, with the sulfo up. And we try to make the corridor. Les centaines de clichés réalisés par Osama dans la cour, le puits, le corridor, le caveau et la chambre funéraire permettent la réalisation d'un modèle numérique complet en 3 dimensions de la tombe APO CN21. Alors, on est là sur le chantier de cette fameuse tombe baptisée APO CN21. C'est le nom du code de l'opération, c'est juste le fait qu'on se trouve sur l'APO, l'allée processionnelle ouest du Ramesséum. Donc on est tout à fait à l'arrière du Ramesséum. Juste derrière nous, c'est la nécropole thébaine et la montagne. Et donc CN21, c'est la 21e tombe qui a été découverte et en cours de fouille sur cette allée processionnelle ouest. Toutes les structures qu'on voit là derrière moi ne sont absolument pas ramessides, puisqu'il faut vous imaginer qu'ici c'était un dromos, une voie bordée de sphinx de part et d'autre, avec un passage central qui était dallé de calcaire, et ça c'était donc le dromos ouest du Ramesséum. Vous distinguez peut-être des pierres blanches qui sont posées à plat. C'est le dallage qu'on a retrouvé, une partie du dallage du dromos ramesside. Et toutes ces structures de briques crues qu'on voit là, ce sont les vestiges de chapelles funéraires de la 3e période intermédiaire, donc qui sont venus s'installer là à partir de la fin de la 21e dynastie, début de la 22e, quand le culte royal au sein du Ramesséum a été abandonné et que tout le temple, ses annexes et ses voies processionnelles sont devenus une vaste nécropole sacerdotale pour les prêtres d'Amon de Karnak et leurs familles bien sûr. En surface, la plupart de ces petites tombes disposent d'une chapelle qui est construite en briques crues avec, selon la taille de la concession, une cour éventuellement et puis des petites chambres où sont creusés les puits d'accès au caveau. Et c'est en fouillant un de ces puits, à la fin des années 2000, que Monique Nelson s'est rendu compte qu'un petit passage creusé dans la paroi du puits de l'une d'entre elles débouchait sur une tombe totalement différente. Et là, on était dans un contexte qui n'avait rien à voir avec ce qu'on connaissait jusqu'à présent, tout simplement parce que cette tombe-là, celle qui a été découverte de cette manière, est une tombe qui remonte au Moyen Empire. Donc là, vous oubliez tout ce que vous avez autour de vous, on est au Moyen Empire, le Ramesséum n'existe pas, et toute cette zone de Thèbes-Ouest est une nécropole où sont enterrés des dignitaires du Moyen Empire. Donc notre tombe, dans laquelle on est arrivé par accident finalement, remonte à peu près au début ou au milieu de la 12e dynastie. On a donc décidé de remonter en surface parce qu'on s'est aperçu qu'un puits de 3e période intermédiaire avait été creusé dans l'axe du corridor de cette chambre, vraisemblablement pour pouvoir y accéder plus facilement que par ce petit boyau, parce qu'à la 22e dynastie, quand les propriétaires de la tombe qui avait été fouillée précédemment ont découvert cette aubaine merveilleuse d'une tombe immense et relativement disponible, ils ont dû se dire on va trouver un moyen d'y entrer confortablement et la réutiliser. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc là-bas derrière moi vous avez une échelle, cette échelle descend dans un puits creusé à la 22e dynastie en vue de déboucher dans le corridor de cette tombe beaucoup plus ancienne. Cette tombe beaucoup plus ancienne, elle est constituée d'un corridor de 20 mètres de long,
qui débouche sur une chambre funéraire carrée, à peu près 5 mètres sur 5. Et au centre de cette chambre est creusé un puits d'accès de 5 mètres de profondeur qui dessert un caveau unique. C'est dans ce caveau qu'ont été enterrés les 2 propriétaires de la tombe. Un homme d'abord et une femme ensuite. On le sait, on connaît l'ordre d'inhumation parce qu'entre les 2 enterrements, une inondation en fait s'est engouffrée dans cette tombe dont l'entrée se situait au bout du corridor, était donc à ciel ouvert, enfin dans une cour à ciel ouvert avec une porte largement ouverte. Et l'eau, donc, s'est engouffrée dans ce boulevard constitué par le corridor en charriant des sédiments et tout s'est déversé dans le caveau. Et quand le propriétaire a été enterré, il n'y avait pas encore eu d'inondation et du coup, ça a créé autour de son cercueil une espèce de plateforme de boue séchée sur laquelle on a posé ultérieurement le cercueil de la femme. Voilà, donc on sait au moins dater cette première inondation. Et puis après, cette tombe, donc on est, je vous dis, autour du milieu de la 12e dynastie, au fil du temps, cette tombe a été réutilisée, notamment jusqu'à la 2e période intermédiaire. Et on a trouvé à l'entrée dans la partie haute du corridor, tout près de la porte, des cercueils posés par terre, imbriqués les uns contre les autres, qui sont encore à l'heure actuelle en cours de fouille. On a retrouvé un petit dépôt, enfin un dépôt finalement assez important de céramique à l'entrée du corridor, qui est quelque chose qu'on trouve dans beaucoup de tombes Moyen Empire. Et donc par exemple ici, nous avons un petit brasero, et c'était situé aux 4 coins en fait du petit édicule qui a été constitué en briques crues. Donc on voit ici les restes de traces de feu, car probablement c'était de l'encens qui était brûlé. Nous avons également découvert une 50aine de céramiques, certaines étaient complètes, accompagnées de 2 plateaux d'offrande du Moyen Empire, donc un de forme ovale, l'autre de forme rectangulaire. On peut voir sur celui-là notamment à quel point, puisque la tombe a été inondée à plusieurs reprises, à quel point l'eau a finalement fait quand même des dégâts sur la céramique. On a toute la surface de la poterie qui est en train de partir. Ça, c'est le résultat, c'est l'eau qui a abîmé cette poterie. La porte de ce corridor, pour l'instant, n'est pas accessible parce qu'elle est complètement obstruée. Et si vous voyez là cette agitation derrière moi, c'est précisément parce que cette année, on cherche la cour et l'entrée de la tombe. Et en contrebas, à environ 5 mètres de profondeur, on a trouvé le haut de la porte. Et maintenant, on s'emploie à dégager, donc vous voyez, c'est une profondeur vraiment importante, parce que, évidemment, plus on agrandit le trou, plus on risque de voir s'effondrer les structures qui sont en surface autour. Après quelques semaines, les fouilles menées dans la cour de la tombe du Moyen Empire donnent lieu à de premières découvertes. Donc là, nous sommes en train de vider le bouchage de la cour de la tombe du Moyen Empire qui a été terminé à l'époque ramesside pour terrasser toute la zone et construire le dallage de l'allée processionnelle ouest. Et en fouillant ce remblayage, on s'aperçoit qu'on a un remblayage qui a été fait en plusieurs fois avec un énorme tas d'éclats de calcaire qui correspond aux éclats de taille du creusement d'une tombe de la 18e dynastie qui est juste à côté, et puis un énorme tas de briques qui a été déversé là pour boucher le trou et qui pourrait appartenir à une structure du tout début du Nouvel Empire. Alors dans le remblayage de la cour, on a trouvé une jarre qui était placée sous le tas d'éclats de taille de la tombe de 18e dynastie qui est juste à côté. Et en fait cette jarre contient, elle est brisée en place, mais elle contient manifestement le corps d'un enfant.
C'est un nid d'abeilles. C'est un nid d'abeilles. Mais il y a un squelette aussi avec. Ah, il y a un squelette quand même. Curieux, on a l'impression que ça a été posé dessus. Qu'est-ce qui a été posé dessus? La moitié de la jarre, La moitié de la jarre. Ah, je veux dire, le corps posé et la jarre posée, oui. demi-jarre posée dessus. Plaqué dessus. Moi, c'est vraiment ça que ça me fait. D'accord. Moi aussi. C'est assez logique. On la retrouve en entière. La colonne vertébrale, avec les vertèbres qui sont donc bien alignées. On a ici le bassin. On a les deux fémurs en connexion avec le bassin, les deux tibias en connexion avec le fémur, et les pieds sont ici, l'extrémité des pieds. Tout le reste est là, en connexion, enveloppé. Donc corps complet, sans la tête. Enveloppé dans du linceul, les bras le long du corps. Hélène et son équipe l'ignorent encore, mais c'est une nécropole d'enfants qui est en passe d'être mise au jour. Un petit cercueil avait d'ailleurs été découvert à la fin de leur mission précédente. C'est un cercueil qu'on a trouvé à la dernière saison, le dernier jour de la dernière campagne, dans la cour de notre grande tombe du Moyen Empire. C'est quelque chose de postérieur à la tombe, probablement la 18e dynastie. Voilà, nous avons donc le sarcophage qui est ouvert, et l'on constate à l'intérieur donc les restes d'un enfant a priori. Il y a énormément de poussière et mon travail va être donc maintenant de nettoyer ce cercueil pour retrouver le squelette et surtout le type d'inhumation. Maintenant, on va s'organiser de façon à ce que tous les éléments que je vais retirer de ce cercueil soient tamisés de façon systématique avec un très fin tamis, parce qu'il peut très bien y avoir des petites perles ou autres objets qui pourraient échapper donc à mon premier regard. Tout ça, bien sûr, c'est de la terre qui est certainement venue avec les pluies, etc., puisqu'on voit qu'il y a des précipitations d'argile. Pour ne pas bouger du tout le squelette, je dégage progressivement. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est sa position. On voit les deux humérus ici, et donc les côtes qui sont de face. Donc, l'enfant a été posé sur le dos. Mais comme vous pouvez le remarquer, la tête qui est ici est tournée sur le côté gauche et relativement pliée, avec plein de tissus autour. La deuxième chose qui est importante, c'est la position des membres inférieurs. Et vous voyez que les jambes sont pliées. Ça veut dire que quand ils ont mis en place cet enfant dans le cercueil, il était trop grand pour le cercueil. Ils l'ont positionné en quelque sorte en force à l'intérieur. Manifestement, cet enfant a été enveloppé avec des bandelettes, probablement pas des linceuls ou des petits fragments de linceul, ça on verra un peu plus tard, qu'il n'y a surtout aucune trace d'embaumement. Le cercueil est petit, le corps est un peu replié, donc il était trop grand pour rentrer dans le cercueil, mais c'est quand même un enfant. Et on peut dire que c'est un enfant qui a entre 11 et 14 ans à peu près. Or, vous prenez bien conscience que cette tête c'est celle d'un adulte et pas d'un enfant, puisque là je parle d'un enfant entre 11 et 14 ans, et là c'est un adulte. Si vous voyez la denture ici, elle est assez impressionnante. Donc, problème, que fait cette tête? Il a les dents en avant, elle est très prognate en fait. Elle est très prognate. Alors que fait cet enfant avec cette tête d'adulte? C'est la grande question. Voilà, donc je vais prélever. Alors donc, déjà c'est un enfant qui est jeune, enfin un être qui est jeune, puisque on a ici une suture qui est encore visualisable. Donc c'est un jeune adulte a priori. 1, 2, 3, 4, 5... 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Vous noterez que les anthropologues ne comptent pas dans le même sens que nous. Hein. Très curieusement, ça continue. Ah! En fait, il y a une dissociation, à mon avis, entre l'évolution du crâne et le corps. D'accord. Donc pour moi, a priori, ça doit être le même individu. Alors ce serait finalement le même individu, ouais. Mais avec une dissociation dans l'âge. Voilà, oui. Une dissociation dans l'âge. Corps-tête. Voilà, corps-tête. Ah, comme quoi. Donc, mon hypothèse était fausse. C'est bien la tête de l'enfant. Dommage, on se faisait déjà des tas d'idées. Voilà. À mon avis, bon, bah écoute, tant mieux pour lui en tout cas. Alors le problème, c'est la denture qu'il va falloir que je regarde, puisque je trouve qu'elle est fort avancée, sa denture, par rapport à l'âge. Oui, c'est ça. Il y a alors maintenant, c'est peut-être de paradoxe entre. Voilà, il y a peut-être une dissociation entre l'évolution des membres et la tête. Mais bon, là, voilà. Donc finalement, ce n'est qu'un seul corps. C'était peut-être un petit à grosse tête. Bah, je pense pas, c'est un petit normal en fait. Moi, je crois qu'il a 16 ans, cet enfant. Bon, il avait peut-être un sourire un peu discutable. Alors aujourd'hui, nous sommes très contents
parce que nous allons pouvoir fouiller un niveau vraiment intéressant qui se trouve dans le tas d'éclats de calcaire qui est issu du creusement d'une tombe de la 18e dynastie. Ce tas de calcaire a servi d'emplacement, d'inhumation d'opportunités pour plusieurs enfants. Et au même niveau sont sortis ce cercueil taillé dans un tronc de bois avec les cordelettes qui maintiennent encore les deux moitiés, la cuve et le couvercle, en place. Voilà. Le petit cercueil monoxyle, c'est-à-dire taillé, creusé dans une seule pièce de bois, ici en l'occurrence un tronc, révèle sur son couvercle la forme de la tête coiffée d'une perruque. Anne-Hélène et André découvrent à l'intérieur le squelette complet d'un enfant de 7 mois, recouvert d'un épais linceul. Détail émouvant, sa dentition comptait 2 incisives qui sont les premières dents de lait à pousser. On a un couffin qui est protégé par une petite clayette de baguettes de bois liées entre elles. 2 grosses pierres ont été placées dessus pour le protéger, avec vraisemblablement un enfant. Ce bébé de 6 mois a été placé dans ce panier, son corps et ses membres enveloppés dans les tissus, enserrant ce qui n'est plus aujourd'hui qu'un squelette en connexion, excepté détail macabre, au niveau de la tête. Cela signifie que son corps avait été tout d'abord déposé à plat, puis ensuite sa tête qui, elle, n'était pas entourée de tissu. Alors surprise ce matin, un nouveau petit couffin qui cette fois-ci a gardé son couvercle en vannerie est en train de sortir et il est à peu près au même niveau que celui qu'on a dégagé hier, et donc on est vraiment dans un contexte de sépulture d'enfants, de sépultures qui sont extrêmement simples mais soigneuses en même temps. Donc on a juste les corps qui sont évidemment pas momifiés, enveloppés dans des linceuls et placés donc selon les cas dans un panier. La tête est complètement écrasée sur le bord du panier. Le corps est plaqué sur le côté gauche avec les ossements à peu près dans l'axe du bébé qui était vraiment sur le côté. Il était vraiment plaqué sur le côté. C'est un tout petit bébé dans un très grand panier. Ah oui, d'accord. À l'inverse du premier panier, celui-ci n'était pas protégé par de gros blocs de calcaire. Lors du rejet d'une masse de déchets de taille, ce manque de protection a engendré l'écrasement du corps du bébé. Lundi 4 décembre. Nous arrivons presque au bout de notre saison de fouilles et la cour de notre tombe de la 3e période intermédiaire commence à bien se vider. Malheureusement, on n'est pas arrivé encore au niveau que l'on espérait, c'est-à-dire le niveau du sol du Moyen Empire, parce que la nécropole d'enfants que nous avons trouvée dans cette cour vient de livrer ce matin un coffret, et dont on va bientôt savoir, une fois qu'on l'aura remonté à la surface, s'il contient le corps d'un enfant, parce que nous avons trouvé dans tout le remblayage de cette cour une véritable nécropole d'enfants avec jusqu'à présent une 12aine d'individus. Victoria va étudier les cercueils afin de déterminer les différentes essences de bois utilisées ainsi que leur provenance. Pour les cercueils et en général tout au long de l'histoire de l'Égypte, il y a 2 espèces particulièrement qui sont utilisées. Une, c'est le figuier sycomore, espèce naturalisée depuis au moins la 3e dynastie en Égypte, et l'espèce d'importation par excellence qui est le cèdre. Donc ici par exemple sur cette main, ça c'est une main en figuier sycomore. On est dans le cadre d'une espèce indigène, donc ici on n'est pas dans un secteur à climat tempéré, donc il n'y a pas de cernes, ce qu'il y a c'est des alternances de bandes de fibres et du parenchyme
qui sont déjà observables à l'œil nu, et puis avec la petite loupe qu'on applique, on va pouvoir regarder facilement. Ça va nous donner une première idée avant de la passer au microscope. Et ce qui est toujours intéressant, c'est que ces essences pour le cercueil, elles ne sont jamais seules. Donc, si notre cercueil est fait en figuier sycomore, ben, nous allons avoir tout un système de chevillage, chevilles, ornements, généralement en tamarix, c'est le cas ici. Donc j'ai un tamaris de type un tamaris du Nil, Tamaris nilotica, ou dans un cas comme celui-ci, là je vois que les chevilles, enfin j'ai déjà analysé, elles sont en acacia. L'autre espèce très utilisée, ça va être les cèdres. Donc très beau cèdre que nous trouvons toujours en grande quantité après les figuiers sycomores pour tout ce qui est cercueil plus particulièrement. Donc quelques petites barbes. Alors pour celui-ci, elle est faite en tamaris aussi. Et en général, ce qu'on peut dire, c'est qu'à cette troisième période intermédiaire, ici, dans la tombe, nous avons beaucoup de figuiers sycomores et donc des cèdres pour les cercueils. Et pour tout ce qui est la période antérieure, c'est-à-dire les Moyen Empire, je crois qu'Hélène t'avait déjà dit, mais les traces du cercueil qu'on a pour la première inhumation, c'était un cercueil double en bois de cèdre. Et on avait trouvé un miroir dont les manches étaient en tamaris, je crois, et puis il y avait des éléments, un véritable ébène des pharaons, mais aussi un ébène de l'espèce Diospyros. Ça, c'est une première évaluation de ce que nous avons. Tout n'a pas été analysé pour le moment, puisque nous avons beaucoup de matériel, et on a décidé que ce sera une mission d'étude spécifique quand on aura fini la fouille, pour pouvoir analyser tout correctement. Mercredi 6 décembre, voilà, la saison se termine pour nous. Nous étions venus chercher la cour de la tombe du Moyen Empire en espérant trouver le sol. Et finalement, nous arrêtons au bout d'un mois de travail parce que finalement, nous avons trouvé un cimetière d'enfants. Voilà, donc on en est là. On espère là, pouvoir bien aménager la zone de manière à accéder à cette porte. Et là, on comprendra bien, enfin je l'espère, je le souhaite, je le crois d'ailleurs, la connexion entre l'entrée du corridor et la cour et son niveau Moyen Empire quand on aura réussi à l'atteindre. Voilà. ربنا يديك الصحة إن شاء الله وكل سنة وأنت طيب. إن شاء الله. والناس كلها مبسوطة وكلها حلوة وكلها عاوزاك هنا في الشغل على طول إن شاء الله. بإذن الله. إن شاء الله معنا كل سنة. شكرا شكرا. Lisez s'il vous plaît. Lisez. Bah oui, mais c'est compliqué. شكرا شكرا. 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 مبروك شكرا لك شكرا هذس Louis Zami. C'est le blanc? Oui. Yes. Ah, alors, c'est moi qui vais devoir couper le gâteau. Alors, au moins un. Oh, j'ai pas. Il est beau ce gâteau. Très beau gâteau. C'est marrant, c'est bien. C'est sur la gamine. Ah oui, c'est typique ça. 50 years.
On prend tous des gâteaux, hein. كله ولا ها؟ انت بس كده خلاص. كله حياكل جاتو. كل العمال. يا وسام يلا عشان تقطع انت بقى. حاضر. مدام جوزلين. مدام جوزلين. كل واحد. ما خدش الفلوس.